File-moi le bouchon. File-moi le bouchon. 2 secondes, ça va. Tu le mets on enregistre là. Je l'entends pas. Tu diras à tes potes, tu veux du son d'ambiance? Voilà, du son d'ambiance. Là, on va faire un sample avec. Ah, c'est cool. C'était un peu petit. Ok, c'est bon. C'est bon, on est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. De parler avec eux, de créer des relations. En fait, tous les vignerons avec qui on bosse aujourd'hui, on les aime. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ça passe par ça. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Céline et Vincent, cofondateurs de l'agence Soif. Bonjour. Bonjour. Salut. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que vos parcours ? Bien sûr. Alors moi c'est Céline, à la base je suis journaliste culinaire, j'ai fait une formation de journaliste généraliste et je me suis très vite spécialisée en cuisine et ensuite en vin. À côté de ça, j'avais une bande de copains, on aimait bien sortir, pas mal bosser dans la musique et on était un peu triste de voir ce qui existait comme proposition d'alcool, surtout de vin dans les festivals. Et j'avais déjà commencé à nourrir ma passion pour le vin naturel. Et on a créé Soif à partir de là, en se disant ça n'existe pas, nous on a envie d'en boire, viens on en amène sur les festivals. Et Vincent, moi j'ai un parcours assez loin du vin au départ. J'ai bossé dans l'industrie, la chimie même. Donc tu vois, t'es un peu à l'opposé de ce qu'on... mais il y a toujours eu ça en background. Il y a toujours eu ça en background derrière moi parce que mon grand-père était paysan et viticulteur, vigneron. Et j'ai changé il y a maintenant 4 ans. Je suis reparti par la case départ, vraiment stage dans une cave, la cave de Belleville. Ensuite bosser dans un bar à vin pour voir tout l'univers. Et puis à l'issue de ça, je cherchais un peu vers quoi m'orienter. Le côté service me plaisait pas forcément. Et puis là, c'est un peu plusieurs apéros et un où il y a des idées qu'on pop-up et du coup ça a fait genre mais vas-y, on y va, on se lance, on met du vin dans des tonneaux. C'était pas des fûts en plastique à l'époque. Voilà. Et aussi, on s'est rencontrés avec Vincent, on s'est pas mal écharpé au début sur le vin parce que on n'avait pas forcément... on discutait beaucoup de vin, on avait tous les deux des idées un peu préconçues sur le vin. Lui, il était à ce moment-là peut-être un peu moins sur les vins naturels. Moi, j'étais peut-être un peu trop ayatollah du vin naturel. C'était drôle. On a eu beaucoup d'échanges rigolos au début. Et bon, Céline, tu étais déjà dans ce monde, on va dire, de la gastronomie. Toi, comment t'expliques cet amour que tu as depuis jeune, j'ai l'impression, pour la nourriture, la gastronomie ? Déjà, mon nom de famille, ça veut dire bien nourri en breton. Parce que je suis née pour être bien nourrie. Non, en fait, mes parents m'ont toujours beaucoup éduqué. Ma grand-mère cuisinait beaucoup. Bon, ça, c'est un peu des trucs un peu de base que tout le monde dit, mais ma grand-mère cuisinait beaucoup. Chaque été, on prenait 5 kilos avec mon frère. Ma mère s'arrachait les cheveux en nous récupérant. Famille bretonne alsacienne. Ma mère cuisinait aussi, mais il y avait plus la dernière génération travaillait beaucoup. Donc elle cuisinait le week-end. La semaine, j'étais nourrie au Picard. Hein. Mais on faisait beaucoup de restos. Je suis une famille quand même de bons vivants. On faisait beaucoup de restos. À 8 ans, j'ai fait mon premier relais château. On a fait tout de suite sur la haute gastronomie. J'ai eu cette chance-là. Et ensuite, moi, j'aimais cuisiner. C'est devenu comme ça. Et le vin, mon père était fan de vin aussi. Tu vois, à chaque fois, au repas de famille, il sortait de la bonne bouteille. Moi, je regardais ça en disant, waouh, c'est incroyable. J'adorerais avoir ce savoir-là. Mais mon Dieu, ça a l'air insurmontable. Puis en fait, un jour, t'as ce savoir. Tu t'en rends même pas compte, mais tu l'acquiers sans t'en rendre compte, tu vois. Grâce à ton éducation. Et Vincent, toi, tu as un parcours, comme tu as dit, qui a changé du jour au lendemain. C'était toujours un peu au fond quand même. C'était au fond du fait d'avoir un grand-père qui est dedans, quoi. Donc il y a toujours eu du vin à table, il y a toujours eu
des produits sains de la terre, tu vois, qui venaient de la ferme, quoi. Et je pense que c'est ça en premier qui m'a plu dans le vin nature, c'est plus le côté travail de la terre, le respect par rapport à la terre et ce que tu vas faire, ce que tu vas en faire, comment tu veux la travailler. C'est plus ça qui m'a plu au départ, quoi. Et avant que tu commences ton travail on va dire dans la chimie, tu savais qu'un jour tu retournerais vers là-bas ou ça s'est fait naturellement? On va dire c'est un truc, ouais, je me suis un peu lassé, quoi, du job où bon. Voilà, je vais dire ce que tu dis tout le monde quand tu es un mec qui te dit j'ai changé de voie, mais c'est manque de sens, quoi, dans ce que tu fais, tu vois pas la finalité en fait de tous tes trucs. Je faisais plein de tableaux Excel, tu vois, pour optimiser plein de choses, mais bon, sur le terrain tu sais pas ce que ça donne et ouais, t'es un peu déconnecté, quoi. Et ça n'a pas été trop dur de faire ce changement et de repartir à zéro? Bah si, quand tu repasses par la case, si, oui et non, on va dire. C'est juste tu te prends un peu des coups quand tu repasses, quand tu bosses dans un resto. Voilà, c'était un bar à vin. C'est dur, quoi. Tu repasses sur des trucs où tu fais 60 heures semaine, puis tu fais tout dans le bar, quoi. T'es mal payé. T'es mal payé, tu vois. Ça représente vraiment la passion vin et le côté conseil, ça va représenter 5% du temps, le reste c'est du service. Ça c'était un peu dur, quoi. Tu te mets dedans, tu vois, waouh. Et tu t'es jamais dit un jour je vais retourner dans mon travail d'avant parce que c'était plutôt une zone de confort, on va dire, même s'il y avait moins de sens? Au fur et à mesure du temps, non, vraiment. Non, même okay. Si, tu vois, il y avait quand même pas mal de difficultés, que c'était dur. Non, au fur et à mesure, en fait, ça s'est vraiment éclairci. Je me suis dit, plus jamais, quoi, no way, quoi. Et même là, tu vois, depuis, on t'a fait 1 an et demi qu'on a monté la boîte, je me revois pas du tout rentrer dans un bureau open space avec 25 personnes. Et genre, tu vois, ouais. Il préfère dans notre petit open space avec 2 personnes. Et boire du vin. Mais c'est une parfaite transition. Maintenant, on a un peu parlé justement du vin naturel, mais peu de gens savent ce que c'est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Et on reviendra ensuite, bien évidemment, sur votre projet, l'agence Soif. Le vin naturel, c'est des raisins qui sont à minima cultivés en bio, donc bio dans la vigne. Ça peut être aussi en biodynamie, qui est une autre démarche que le bio, mais qui se repose aussi sur le bio. Et ensuite, à la cave, l'idée, c'est qu'une fois que tu as des raisins sains, tu n'as plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. Donc à la cave, tu vas vraiment laisser le raisin et le terroir s'exprimer. Et l'idée, c'est de limiter les intrants. Donc les seuls intrants, moi, dans ma définition, en tout cas à moi, et je pense que c'est la même que Vincent, le soufre, une petite dose de soufre peut être autorisée. Pour nous, c'est le max. Voilà. Je sais pas si j'étais très claire. Ouais, non, si, c'est ça. Voilà. Une dose, pour nous, c'est voilà, ça va être à 20 mg dans la bouteille au final, et si possible, tu as plusieurs soufres différents. Tu as des soufres issus de la pétrochimie et des soufres volcaniques. Voilà, si possible, toujours des produits naturels, donc on se tournerait vers le soufre volcanique. Mais le soufre n'est pas le débat, hein, parce que beaucoup de gens disent vin sans soufre, et c'est le gros problème des vins industriels maintenant qu'on voit au supermarché, si je peux me permettre de dérouler ça. Il y a écrit vin sans soufre en gros, mais pour faire un vin sans soufre, moi je peux te ressortir un texte d'œnologue que j'ai trouvé sur internet. La nana expliquait comment faire un vin sans soufre, elle ajoutait 20 autres trucs, et pour pouvoir faire un vin sans soufre. Mais après, ton vin au supermarché, il y a écrit vin sans soufre, mais il a rien de naturel. Ouais, tu vois, il a la été limite aujourd'hui du débat, c'est qu'on centre tout sur ça, sur le soufre, alors qu'il y a 10 000 autres produits qui sont autorisés, et faut pas concentrer ça là-dessus. Tu peux faire de ce qu'on va appeler de la flash pasteurisation. En gros, tu fais bouillir comme le lait, quoi. Tu fais bouillir le vin, tu tues tout. Donc effectivement, il n'y a plus de problème. Il va pas partir en sucette, le vin, mais du coup, tu n'as plus besoin de mettre de soufre, mais il n'a plus du tout de goût. Et les 3/4 de ce que tu trouves en supermarché, qui est un peu tourné, genre vin sans soufre, c'est souvent ça, quoi. Donc tu vois, en final, on fait une dérive parce qu'on a focusé sur le soufre. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes à regarder. Le travail de la terre, comment c'est fait. L'utilisation de levure, parce que nous, tu vois, on a souvent, quand tu lis plein de revues, tu vois, on t'en parle, on te dit il y a beaucoup de levures qui existent. Bon, ça te paraît pas trop. Une fois, on s'en est retrouvé dans un shop, tu vois, où ils vendent les produits d'œnologie. Et tu avais donc un étalage avec plein de petits sachets de levure. Et ça, là, tu as l'impression d'être le petit kit du chimiste, quoi. C'est Sauvignon,
Ouais. Goût citron. Tu vois, Puis après, là, tu parles des levures. Puis après, tu as tous les trucs les tanins, copeaux de bois que tu peux ajouter. En fait, t'as vraiment. C'est une recette. Tu vois, tu es en train de faire un gâteau, quoi. Et ouais. Donc ça va s'écarter du principe même du vin, on va dire. Ça va être un cocktail. Ça dépend quelle est la définition du vin. Ouais. C'est ça le truc aussi. C'est que la définition du vin, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est que du jus de raisin fermenté. Juste expliquons déjà la fermentation. La fermentation d'un vin, c'est facile. C'est le raisin, il y a du sucre dedans. Le sucre va se transformer en alcool. Et c'est les levures qui font que le sucre se transforme en alcool. Et ces levures-là, normalement, elles sont naturellement présentes et dans la cave du vigneron et sur la peau du raisin. Mais, notamment, si tu mets des fongicides dans la vigne, donc les fongicides, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tue les champignons, les levures sont de la famille des champignons, tu les tues au passage. C'est ça l'importance du raisin sain, en fait. C'est que quand tu as un raisin sain, tu n'as pas mis de produit, du coup, tous ces procédés naturels à la cave peuvent se faire. Alors que si tu as modifié, en fait, ces raisins, en effet, il va falloir que derrière, à la cave, tu les encourages, tu les accompagnes et tu ajoutes des choses aux choses que tu as supprimées, en fait. Tu vas compenser, en fait. Exactement. On parle de plein de vins à chaque fois. Il y a du vin conventionnel, vin bio, vin en biodynamie, vin naturel dans votre cas. Et pour les puristes, c'est le vin sain. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer quelles sont les différences entre ces différents vins pour qu'en tant que consommateur, je sois un peu plus informé sur ces points-là? Alors, il y a des cahiers des charges en fait qui définissent, qui souvent sont plus liés sur la partie culture, c'est-à-dire comment tu vas cultiver ta vigne, avec des... Parce qu'en gros, tu dissocies, tu as la culture du sol, et après, il y a comment tu transformes le raisin, ce que disait... La vinification. Voilà, vinification. Donc, c'est deux domaines, on va dire, c'est pareil, parce que tu as des gens qui font que de la vigne, par exemple, et qui vont jamais faire de vin, et inversement. Les viticulteurs. En gros, le bio va se concentrer sur une bonne partie sur ce qui se passe sur les sols, le travail du sol, avec... Le bio, déjà, c'est l'Eurofeuille. C'est le label européen. C'est un bio européen maintenant. Et ça, depuis 2012. Ouais. Et ça c'est ce qui va se concentrer... Une bonne partie va se concentrer sur le travail du sol, avec quelques restrictions, entre guillemets, sur le grammage de soufre. Alors, je ne l'ai plus en tête. Non, pas que. Il y a aussi les levures. Moi, j'ai tout ça, si tu veux, je vais le sortir. Mais depuis 2012, avant, c'était que la vigne. Et maintenant, ils ont ajouté aussi des règles à la cave. Donc, le cahier des charges bio est quand même couvre un peu plus que ce qui se faisait avant. En revanche, tu peux utiliser des levures exogènes. Et qui doivent être bio, mais ça reste des levures, entre guillemets, que tu ajoutes, quoi. Tu peux utiliser... tu peux, en effet, ajouter du soufre à des doses quand même assez importantes. Après, tu peux ajouter énormément de choses. Tu as de l'acide ascorbique, il y a beaucoup d'intrants qui sont encore autorisés dans le bio. Et après, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a deux sortes de bio. Il y a le bio philosophie, où le vigneron y croit vraiment, et du coup, je pense qu'il va limiter les intrants. Et tu as le bio marketing, quoi, le bio qui vend, où là, clairement, tu vas faire un vin pour être vendu. Donc, tu vas pas forcément limiter les intrants, tu vois. Ouais, c'est souvent ça va souvent être là, c'est un argument quoi pour beaucoup. Et après tu vas avoir la biodynamie. Alors là c'est par où tu commences? En une phrase. C'est en gros ça reprend une bonne partie de la philosophie que tu as dans le bio, en allant plus loin dans la restriction par rapport aux produits que tu peux mettre. Non, c'est pas que ça. C'est la vigne aussi déjà. Oui, non, mais que tu peux mettre justement dans ton sol en fait. Oui, mais c'est recréer un écosystème. Il faut penser par exemple, le but. Souvent, ils vont pas utiliser de ce qu'on appelle la bouillie bordeaux, tu sais, le truc bleu là qui est du soufre hein, qu'on dilue et bah oui, dans le bio c'est autorisé. Au bio aussi c'est autorisé. Oui, mais souvent, ils vont plus utiliser des... Ouais, mais dans les règles de cahier des charges... Ils vont plus utiliser des préparations. Non, mais ils vont plus utiliser des préparations. La biodynamie, c'est redonner au sol et aux différentes espèces qui l'habitent, leur permettre de mieux de communiquer entre eux et de recréer un écosystème qu'on a mis à mal ces dernières années. Ces dernières décennies. C'est refaire un peu de connexion, quoi, entre... Voilà. Un écosystème. Parce qu'en fait, t'as des plantes parfois... Et une partie aussi, parce qu'il y a quand même, il faut clairement le dire, il y a une partie qui est liée aussi aux astres. Il y a une prise en compte, par exemple, dans la biodynamique, tu n'as pas dans le bio,
qui est les mouvements lunaires. Tu vois, par exemple, comme tu vois pour la marée elle varie en fonction de la Lune. Les montées de sève et autres, tout ça, elles se font pareil dans les arbres et dans les plantes. Elles se font aussi en fonction des cycles de la Lune. La biodynamie va tenir compte de ça, que le bio n'en tient pas compte. Après, il y a des préparations il y a des préparations de plantes qui sont des décoctions qui sont utilisées et pulvérisées en fait dans les vignes pour avoir des effets justement de reconnexion avec le sol. En gros, tu envoies l'idée de ces décoctions, c'est d'envoyer de l'info. Si par exemple tu as une maladie en fait qui attaque la vigne, ils vont faire des prélèvements de certaines plantes. Alors je les ai plus toutes en tête. Il y a différentes plantes. L'ortie, consoude, il y a plein de trucs. Ouais. Ça, plus une petite partie peut-être de feuilles ou autres qui sont infectées par la maladie, ils vont faire chauffer tout ça. Et en gros, l'idée c'est de renvoyer à la plante des informations comme quoi la maladie qui l'attaque, faut qu'elle se protège et il y a d'autres. Et qu'elles se protègent entre elles, parce qu'en fait les vignes sont connectées entre elles de par les racines notamment. Donc tu vois, tu peux informer toute une parcelle. L'idée c'est de créer une information. Tu vois, il y a un best-seller là, le truc des arbres là. Tu sais, c'est un gros best-seller. C'est quoi ? C'est la communication des arbres, un truc comme ça vous dit rien ? Bon bref, c'est un gros best-seller. Donc bref, mais c'est le fait que les plantes communiquent entre elles. Elles s'informent en fait. Sauf qu'en fait, on a mis à mal ce système d'information et tu le recrées. En fait, tu vas entraîner ta plante à mieux résister. Ouais, c'est ça. Oui. Comme tu vas le faire avec des plantes de tomates, tu vas les entraîner à être meilleures sans eau. Il y en a qui font ça avec les semences aussi. Ouais, alors si tu fais des semences, tu peux faire des modifications. Là, c'est différent. On parle pas de modification. Oui. On parle surtout de remettre en place un écosystème qui fonctionnait avant et que, notamment du fait de certaines régions viticoles ont des vignes. Tu vois, il y a plus de forêts qui avant arrêtaient les maladies. Oui, t'as plus de diversité. Tu vois, t'as plus de diversité. Et en fait, c'est essayer avec le peu de diversité qu'on a aujourd'hui de recréer quand même un écosystème. Tu vois, de laisser du vivant, de laisser des vers de terre, de laisser des sols vivants en fait. Des sols vivants, c'est des plantes vivantes. Voilà. Et pour finir sur le nature, du coup, le nature, c'est soit du bio, soit de la biodynamie. Souvent, quelqu'un qui est en biodynamie, il est déjà en bio. On va dire que le bio, c'est la première étape, la biodynamie. C'est donc des vignes qui sont en biodynamie. Et ensuite, comme on t'a dit, à la cave, voilà, il n'y a pas d'intrants. Ou peu d'intrants, uniquement le soufre. Donc, si on résume, le bio, on va avoir quelques intrants. Le biodynamie, on va recréer un écosystème plus naturel pour que ça se fasse bien. Mais il peut avoir quelques intrants. Et le naturel, ça va être, au final, la suite logique où il n'y aura pas d'intrants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire si on se concentre, il faut pas se concentrer dessus, mais le soufre, c'est voilà, chacun après a sa notion de comment il l'utilise. Il y a des années où nous on a clairement, tu vois, on est de plus en plus au contact des vignerons et on voit sur le terrain et on a des vignerons avec qui on travaille. Ils vont te dire une année, j'ai toutes les conditions réunies, je ne vois pas pourquoi j'utiliserais du soufre à la mise ou au démarrage. Et d'autres années où les conditions sont un peu plus difficiles et ils nous le disent clairement, j'ai mis, je vais mettre 1 gramme quand je vais faire ma mise, ce qui va se traduire quand tu fais des analyses à, 15, 20. Ouais, 15, 20, un peu Nous, plus. en fait, quand on parle avec nos vignerons et le vin qu'on achète et qu'on choisit, on demande juste que le soufre soit pas systématique. Si tu souffres systématiquement, du coup, il y a un côté vraiment recette. Alors qu'en fait, c'est aussi une compréhension, recul, tu vois. Et après, on a des vignerons, les 3/4 de nos vignerons sont en pur jus, tu vois. Même plus que 3/4. Mais l'idée, c'est aussi, nous, on est quoi ? On est des citadins qui achètent ton vin, on va pas te dire comment le faire. En revanche, on veut comprendre, tu vois, comment tu la philosophie. Maintenant, parlons un peu de votre projet. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec l'agence Soif ? Comme on te disait, à la base, on avait créé pour les festivals. Donc, de juin à septembre, tu nous trouves sur les festivals. Et le reste de l'année, on a commencé à faire de la distribution. Donc, juste, déjà, qu'est-ce que c'est, Soif, peut-être ? Oui. Soif, c'est, on propose donc des vins naturels à la tireuse. Donc, on bosse en fût de 20 litres. Comme Vincent l'avait dit, à la base, on était parti sur des tonneaux. Idée débile, hein, parce que ça veut dire 225 litres ou 280 litres dans des tonneaux ou en plus qui s'oxydent et tout. Donc, on a découvert les fûts qu'on utilise, qui sont en fait issus du monde de la bière, hermétique, avec une paroi, une poche. Vraiment, le vin ne bouge pas. C'est génial.
Et on fait un peu de distribution du coup, maintenant à des restaurateurs pareil, spécialisés qui font du vin naturel. Et on fait aussi des événements parce qu'on avait envie de, vu qu'on fait du fût, on peut considérer que c'est un peu du vrac moderne et les vignerons disparaissent, il n'y a plus l'étiquette. Il y a quand même un culte de l'étiquette dans ce monde du vin-là. Et on trouvait dommage aussi que nos vignerons ne puissent pas les mettre en avant autrement. Donc l'idée, c'est qu'on crée régulièrement des événements avec des thèmes assez forts qu'on essaye de rendre forts et on fait venir nos vignerons. Et toujours avec de la musique. L'idée, c'est toujours bien boire, bien manger, bien danser. Donc vous avez dit aussi un point important, vous avez commencé avec les festivals. Et il y avait quelque chose que j'avais noté sur votre site internet, il y avait écrit « Aujourd'hui, si les programmations food et musique sont toujours plus innovantes et créatives, l'offre au bar, soumise au sponsoring et aux impératifs financiers, reste inchangée. » Donc vous essayez de combler ce manque. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce qui se passe sur les festivals aujourd'hui concernant la boisson? Parce que c'est vrai que on va souvent festoche, mais l'offre est tout le temps la même, c'est de la bière ou des cocktails. Et parfois du vin, mais du vin bas de gamme. En fait, je pense que c'est lié à l'industrie du festival aujourd'hui, et on a le droit de l'appeler l'industrie parce que c'est quand même assez gros. Et du coup, si tu emploies ce terme-là, ça veut dire que derrière, en fait, les festivals, qui sont des structures où si tu regardes financièrement, c'est pas forcément des trucs qui dégagent beaucoup d'argent. Du coup, ils ont, de par ce modèle, ils ont souvent des partenariats, c'est-à-dire qu'en gros des marques et du coup ce qu'on va appeler du sponsoring. Et c'est souvent sur la bière, c'est pour ça qu'on disait sur la bière, il y a des très forts sponsoring sur les festivals. Donc là, c'est un secteur où pour travailler de la craft beer, c'est difficile, tu vois, d'être une brasserie et de rentrer sur ce marché-là, parce qu'il y a ce modèle et du coup, c'est ces sponsors qui sont là. Et le vin, effectivement, c'est un créneau sur lequel, pour l'instant, heureusement, il n'y a pas encore trop de sponsoring qui sont faits par les marques. Et du coup, qui laisse un peu de liberté sur le choix. Et c'est pour ça qu'on a créé Soif en se disant, tiens, là, il y a un vrai travail à faire, on peut apporter un produit meilleur, qui soit plus agréable pour le festivalier et qui passe un meilleur moment. Et du coup, voilà, c'est ça un peu la raison de pourquoi tu as ce sponsoring sur les festivals. Après, je connais pas tous les détails, mais c'est... Et donc là, vous arrivez, vous démocratisez clairement le vin nature dans le festival. Vous allez éduquer un peu le consommateur. Ce qui est super, c'est que vous faites découvrir quelque chose de beaucoup plus simple pour lui et le monde agricole. Vous êtes en première ligne sur ça. Quelles sont les réactions des gens sur les festivals quand ils découvrent ça? Alors, on a plusieurs sortes de festivals. On a fait des festivals à taille moyenne, taille humaine, comme le Maki Music Festival. Et on a fait We Love Green. Donc du coup, c'est pas du tout pareil. Nous, au Maki, si tu regardes notre bar, on a une architecte dans l'équipe, elle a construit tout notre bar et on a vraiment un côté bar à vin. Donc on fait goûter les gens, on a le temps, on peut en parler avec eux. Donc t'as vraiment un côté échange. Et en général, au Maki, ça répond plutôt bien. Oui, c'est un bon public. On a tous les DJ. En fait, c'est incroyable le lien entre la musique et le vin. On a tous les DJ tout le temps au bar, quoi. Ils sont tous là. Ils veulent du vin naturel, ils veulent pas le cubi du bar central, tu vois. Et ensuite, à We Love Green, pour le coup, t'as beaucoup de gens qui sont ravis de trouver ces vins-là. Beaucoup. Et t'as aussi des personnes qui n'ont jamais écouté de vin naturel et qui font, c'est du cidre, votre truc? Qu'est-ce qu'on a eu? Ah ouais, non, on a eu des trucs. Mais après, on a des choses, c'est pas forcément sur le vin naturel. C'est par exemple, tu te rends compte que on essaye de démocratiser, de prendre le temps d'expliquer. Mais tu vois, on met les cépages en dessous, on essaie d'expliquer le plus possible sur la carte. Avec aussi, nous, on a des portraits de nos vignerons et tout. Et tu vois, on a un cépage, c'est le melon de Bourgogne, c'est le cépage du muscadet. Et t'as des gens qui font, moi, je vais prendre le vin au melon. Tu vois? Et toi, t'es là. Ok, mon pote. Ou melon de Bourgogne, en fait. Oui, en effet, c'est un cépage qu'on trouve en Bourgogne, qu'on trouve plus en Bourgogne. Moi, je vais prendre le Bourgogne, parfait. Tu vois. Mais c'est normal. Je demande pas à tout le monde de connaître les cépages. Et c'est là où on intervient et c'est cool. Mais sinon, on n'a pas eu trop... À part le cidre. Non, ça va. Globalement, les gens ils sont plus contents. Sont plus contents, tu vois, d'avoir cette proposition. Et ils sont curieux parce que le stand appelle et tu vois... ils voient des tireuses au départ. Voilà, des robinets avec, tu vois... Et du coup, ça les intrigue un peu. Ah oui, et après, quand ils voient le vin, ils font oh ouais. On t'a pas dit, on a souvent des gars qui font salut, une bière, s'il te plaît. Ça, on est un bar à vin. Quoi je vais prendre du vin. Et on a plein de gens comme ça. Ça c'est marrant, ouais. Mais non, c'est globalement, les gens après ils sont aussi, quand on a. Je pense qu'on est
c'est un peu, c'est pas se vanter, mais on est les premiers, je pense, à avoir proposé, tu vois, du vin orange que tu puisses servir à la tireuse. Alors peut-être expliquer ce qu'est le vin orange. En gros, le vin blanc, normalement, pour le faire, tu vendanges et tu presses directement les raisins et t'as ton jus. Et le vin rouge, tu vendanges, tu laisses macérer et ensuite tu presses 2-3 semaines, voire plus, voire moins. Mais tu laisses macérer. Du coup, c'est ça qui donne la couleur au vin. Et le vin orange, en fait, c'est tu fais macérer des raisins de blanc. Du coup, tu vas donner une couleur qui va être plus orangée puisqu'en fait, tu as l'anthocyane présent sur la peau du raisin qui va donner la couleur au vin. Et ça c'est un produit qu'on a. C'est un type de vin qu'on avait vraiment envie de mettre sur les festivals parce qu'on sentait qu'il y avait un potentiel. On disait les gens ils vont découvrir ça et ça va être cool. Et au final ça a été la grosse surprise. Le maquis par exemple, les gens ont beaucoup plus bu que de orange que de rosé, tu vois, par exemple. Alors qu'on était en plein milieu on était juillet, quoi. Il faisait 32 degrés. Et pareil, notre année de lancement, on avait donc 3 vins. La première année, on n'avait pas d'orange, rosé, blanc, rouge. Et on avait en rouge, on travaillait avec les gamets en Beaujolais de Jérôme Balmet. Et donc, il faisait 31 degrés. On avait ce gamet qui était un jus de fruits, mais qui titrait à 14 degrés, je pense, mais qui était un jus de fruits, vraiment en bouche, tu sentais rien. C'est le truc qu'on a le plus vendu. Tu vois, en fait, tu casses complètement. Jamais tu penserais qu'un rouge à 32 degrés. Pourtant, c'est des vins qui sont digestes. T'es pas obligé d'aller vers la couleur qui est censée être la couleur la plus digeste et celle qui va te plaire sous cette température. Tu vois, ça casse vraiment tous ces codes-là. Ah, vous éduquez des gens, en fait. Après on se donne pas non plus cette. Nous on transmet. Tout dépend. Ça c'est assez variable en fonction là aussi de la taille du festival parce qu'il y a voilà. Du coup le temps, plus t'as de monde, moins t'auras de temps pour en parler, tu vois. Mais et du coup ça on essaie de le travailler sur le côté signalétique et explication sur le stand de qu'est-ce que sont nos vins, de manière simple avec des mots, tu vois, d'essayer d'accrocher. Ça c'est important aussi, je pense, dans le côté éducation effectivement du consommateur. Puis on n'a pas d'appellation, on n'a pas tout ça en fait. Donc, tous les repères que les gens ont, on les a pas. Donc et ça fonctionne très bien. Ouais. En tout cas, les gens sont bien accrocheurs. Quoi. Maintenant, ça devient le coin des kiffeurs. Le coin des kiffeurs. C'est vraiment le coin des kiffeurs. Tu vois au maquis, c'est ça quoi. Tu vois, les gens ils ont repéré, ils savent qu'on est là-bas dans le coin. Et là-bas, regarde. Et puis le lendemain, j'aime bien aussi les voir le lendemain et leur dire si t'as pas bu d'autre chose, si t'as rien pris, je pense que le lendemain, tu vas être, tu vas avoir un peu plus les yeux en face des trous, quoi. Et tu reviens nous voir, tu nous fais un petit bisou, merci. Parce que t'as moins mal à la tête après avoir bu du vin nature. C'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est quand même. Faut demander au médecin ça, mais en tout cas, moi, depuis que je bois que ça et que je fais chier mes potes en soirée à ne boire que ça, le lendemain, ils sont plutôt bien, quoi. On est tous bien. Il doit y avoir un lien de cause à effet, je pense. Et donc là, vous venez avec vos fûts, donc faut aller chercher le vin. Donc c'est vous qui allez le chercher. Comment ça se passe cette partie, on va dire, sourcing, rencontrer le vigneron? Je pense que c'est une partie que vous kiffez. Comment ça se passe? C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait soif, quoi. Nous, du coup, on va 1 à 2 fois par mois voir nos vignerons. Et normalement, tu peux aussi remplir, ils peuvent remplir tout seuls, mais vu qu'on kiffe le faire, on aime bien y aller, louer un camion et y aller. C'est bien en amont, hein. Tu vois, la sélection, elle se fait, tu vois, tu demandes à des vignerons de pas bosser en bouteille. Tu leur demandes de bosser en fût, tu leur demandes de faire confiance, que leur vin est en festival. Tu vois, y a un taf en amont, de parler avec eux, de créer des relations. En fait, tous les vignerons avec qui on bosse aujourd'hui, on les aime. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ça passe par ça. On les aime, moi j'aime les appeler, c'est pour ça qu'on organise des événements aussi. C'est que tu les connais les gars, tu sais qu'il y en a un qui cuisine super bien, c'est qu'il y en a un qui kiffe trop la zik, tu sais que, et tu te dis viens, lui il kifferait trop faire ça, on fait ça, on pense à eux, tu vois. Voilà. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Après c'est à peu près le même travail que va faire un caviste où tu vas sur soit des salons, soit un peu plus travail. Tu vas sur les salons, on a commencé comme ça, on a tous commencé comme ça. Hein. Tu vas sur les salons, tu rencontres des vignerons, tu leur parles du projet. Tout dépend de la génération du vigneron, mais il y a une réponse qui est plus ou moins, tu vois, variable, quoi.
Où c'est là, du coup, ce que disait Céline, c'est que tu as tout un travail pour lui expliquer, lui montrer comment ça fonctionne, le rassurer. Et après, je pense qu'on a eu la chance de rencontrer, tu vois, une figure dans chaque région qui, du coup, devient un peu notre ambassadeur. Il parle de nous, tu vois, à des plus jeunes vignerons, quoi. Ouais, je pense à Jacques Carroger dans la Loire, qui est vraiment celui qu'on a fait cuisiner lors de notre dernier événement à Fulgurance. Il a fait un grand banquet ligérien. Lui, c'est vraiment un papa du bio dans la Loire. Et en fait, quand on contactait des mecs autour, ils étaient un peu ah ouais, c'est quoi votre truc? Jacques, mais on disait rien à Jacques, tu vois, c'est juste qu'ils en parlaient à Jacques et Jacques il faisait ah mais c'est trop bien ces petits jeunes, faut les suivre hein. Et du coup, il nous disait ok on y va. Mais c'est grâce à Jacques et ça je l'ai su que tard, tu vois. Je comprenais pas pourquoi le mec me rappelait alors que je galérais à l'avoir pour au téléphone pendant un mois. Et en fait parce que juste entre temps ils avaient parlé avec Jacques, je sais pas autour d'un café et tu vois, c'est parfois c'est juste le bouche à oreille qui déclenche des choses. C'est la magie. Et ça on commence à avoir ça un peu dans les 2-3 régions où on travaille. C'est chouette. Le projet grandit et c'est cool. Vous leur donner de l'amour, forcément, ils vont vous en rendre. Et aujourd'hui, là, pour ce sourcing, vous avez déjà combien de vignerons et vous testez combien de vins par Alors, semaine? nous, on a 14 vignerons aujourd'hui et on teste combien de vins? Alors, nous, on sort beaucoup. On sort beaucoup dans des restos, des bars et tout. Donc là, tu goûtes, mais en fait, t'es avec tes potes, hein, mais bon, tu goûtes quand même. Et on fait, je sais pas, on doit faire un salon par mois, je dirais. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins, parce que t'as des périodes où ils sont un peu plus concentrés que d'autres. Ah, c'est surtout là, novembre, il y en a quand même beaucoup. Ouais, parce novembre, que les vignerons ont moins et après, de trucs à faire. et après, à partir de février, quoi. Là, il y a une... Après, on y va aussi, hein. Tu sais, t'y vas, tu rencontres les voisins, ils te disent, ah, va goûter là. Je sais pas, franchement, c'est pas quantifiable, mais beaucoup. C'est, ouais. Tu peux recracher, hein, t'es pas obligé de tout boire. Tout boire. Et tiens, vu qu'on parle de salon de vin, est-ce que vous en avez que vous préférez, que vous conseillez? Pour les particuliers, le salon Canon, qui a été créé à Nantes. C'est un salon qui a été créé par Élodie Louchet et Marie Carroger, donc la fille de Jacques, dont je te parlais tout à l'heure. C'est un salon que de vigneronnes. Et c'est chouette parce que même si pour certains ça peut être un peu sexiste, en fait, dans un sens, c'est chouette ce qu'elles ont fait. Parce que c'est le premier salon de vigneronnes et elles ont fait une super sélection et une super ambiance et il y a des super vins à goûter. À Nantes et à Paris. À Paris, il y en a assez souvent. Je dirais en bonne intro, peut-être. Ouais. Moi, je viens de la Loire, donc je vais être chauvin, mais t'as la levée de la Loire, c'est une bonne introduction. Il y aura pas que des 100% pur jus, c'est-à-dire vraiment des vignerons qui vont faire le choix de faire que du sans soufre. T'auras la palette, je pense, que tu peux tester et qui est intéressante. En tout cas, pour un particulier, s'il se dit tiens, j'aimerais bien m'initier, aller voir comment et rencontrer les vignerons, je pense que c'est une bonne introduction. Il y a quand même pas mal de vignerons en Loire. Et sinon, après, il y a les incontournables. Comment ? Mais c'est pro. Ouais, c'est pro, mais après, ils sont pas fermés. Tu peux y aller, non ? Bon. Et après, non, mais tu vas avec des copains. Écrivez-nous et dites-nous j'ai envie de venir en salon, je vais venir avec vous et nous on est très contents de vous recevoir. Il y a quelques salons en recevoir. Loire aussi au mois de février, quoi, qui sont intéressants, la Dive. Voilà. Et restons sur les conseils, parce que dans ce podcast, on veut vraiment aussi donner des conseils à nos auditeurs sur comment consommer mieux. Vous, aujourd'hui, quels conseils donnerez-vous pour acheter une bonne bouteille de vin ? Bon, c'est toujours une question complexe, mais quels seraient les vôtres ? Boîte Palais chez Nicolas, déjà. Mais déjà, il faut l'expliquer pourquoi. Pourquoi tout le monde achète, beaucoup de gens achètent au supermarché, je le conçois. Mais pourquoi Nicolas ? Pourquoi le supermarché ? Pourquoi on ne le conseille pas ? Si tu veux travailler avec un vigneron, un petit vigneron, donc quelqu'un qui, pas quelqu'un qui a 20, 30 hectares, enfin 30 hectares disons, quelqu'un qui a 4, 5, 6. En fait, Nicolas et les supermarchés, ils achètent groupés. Donc... Ça veut pas dire que ceux qui font 20 hectares font les choses mal. Hein. Oui, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, première étape, c'est que vu qu'ils achètent groupés, ils vont pas aller vers les petits domaines. Tu vas forcément chez les gros faiseurs. C'est compliqué autrement. Donc, si tu veux réellement avoir un vin de vigneron, un vin d'artisan, tu vas chez un caviste, tu trouves ton caviste
à qui tu peux faire confiance, et c'est ton caviste qui est le passeur. Après, aujourd'hui, il y a un nouveau label qui vient de sortir, c'est le Syndicat des vins naturels, qui il y a 2 semaines là, qui a été la publicité a été faite, et ça va pouvoir aussi aider si tu cherches du vin naturel, ce sera écrit sur la bouteille pour le coup, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça peut aider. Après, en vrai, ton passeur, c'est comme quand tu achètes des vinyles. Tu vois, t'as ton shop que t'aimes bien et tu demandes au mec de t'aider. Et ben c'est pareil pour ton caviste, quoi. Aussi que je trouve un bon caviste. T'es dans quel arrondissement? Non, mais là, c'est pas pour lui, c'est pour tout le monde, du coup. Bah, tu vas sur l'application Raisin. Par exemple, il y a l'application Raisin qui... C'est la réponse que je voulais. Non, c'est une bonne application pour qui recense les restos, bars... resto, bar, je trouve qu'il y a un peu plus Europe même, et en Europe. Et cave. Et donc du coup c'est pratique parce que quand t'es perdu quelque part, si tu vois un truc raisin, tu sais qu'au moins t'auras aussi des bons produits en général. Quand tu te fais un peu chier sur ta sélection de vins, t'as quand même des bons produits. Pour les restos, c'est pas mal aussi. Ouais. Parce que souvent, bonne sélection Hyper de vin pratique. va avec bonne sélection. J'ai fait le test cet été, j'étais à Turin, j'ai mis raisin, j'ai trouvé un resto, il avait la plus grande cave de vin nat d'Italie. Ah ouais. Trop bien. Trop de chance, donc ça marche vraiment bien cette application. Et mais après, je pense que après, je parle là sur Paris et sur les grandes villes. Les cavistes ont toujours, ils ont toujours une sélection. Si tu leur poses la question de vins au moins bio, ça, je pense que de toute façon ils en ont tous. Et des vins, des vins nature, tu peux leur poser la question et voilà, ils sont ouverts en général à ça. Même s'ils font pas tous le choix de mettre que ça, mais il y en a qui ont une diversité. Et à Paris, c'est pas ce qui manque, quoi. On arrive dans la dernière partie sur des questions très courtes sur ce que vous aimez. Quel livre ou ressources conseillerez-vous à nos auditeurs pour peut-être continuer sur le sujet ou des choses qui vous passionnent? Bah, déjà, je pense que si on n'a pas la chance de pouvoir aller voir des vignerons, il y a une super BD qui s'appelle Les Ignorants d'Étienne Davodo, c'est un peu la base, et ça permet vraiment de se plonger un peu dans le... c'est un récit initiatique. Ça permet de se plonger dans les vignes, de voyager dans les vignes, dans la Loire, sans passer par la case train ou voiture, et surtout de mieux comprendre comment il fait le vin. Après, dans je pense les magazines aussi, parce qu'il y a le livre qui est intéressant, et après il y a aussi des revues qui sont quand même publiées assez régulièrement. T'as 12 degrés et demi qui fait quand même un travail assez intéressant sur des portraits de vignerons, et je pense, si je dis pas de bêtises, mais ils font que de toute façon il y a que du bio, et c'est que du bio. C'est que du bio et biodynamie, et après il y a des vignerons qui sont nature. T'as le rouge ou blanc aussi. Ils en sont à 6 numéros, et là ils balayent quand même beaucoup de choses intéressantes. T'as le rouge ou blanc qui est quand même une pointure en la matière, qui est un peu moins digeste en termes de présentation, mais qui est une pointure en la matière, qui a une super revue. Un autre qui moi m'a plu en termes de lecture, là c'est plus un livre qui s'appelle Grandeur Nature d'Evelyne Malnick, qui avec elle a il y a pas mal d'interviews au début aussi des différentes personnes qui ont travaillé, qui évoluent dans le vin, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est pas pro 100% nature, et du coup elle va faire confronter des idées, et ça c'est intéressant, quoi, parce que bon, des fois c'est trop dans un sens, et après il y a plein de guides aussi pour nous aider. T'as le Glue Guide qui est bien pour si tu veux avoir une première approche sur les vins à prix, je sais plus c'est quoi ça, moins fourchette, 15 €. Ouais, moins de 15. Ça c'est intéressant. T'as toutes les BD de Fleur Godard aussi, les purs jus de Fleur Godard, pareil. Moi j'aime bien les BD, je trouve que ça transmet bien des messages. Non, t'en as plein. Aujourd'hui, on a la chance, c'est qu'il y a quand même beaucoup de revues qui sortent sur ça. Je pense qu'on a déjà bien, à mon avis, bien brossé. Je mettrai les liens de tous ces éléments. Et qui c'est que vous aimeriez écouter dans ce podcast? Par rapport à ta ligne, par rapport à l'histoire d'émergence, je pense que ce serait bien que tu parles avec Claude et Lydia Bourguignon, les ingénieurs agronomes,
qui eux, même si on pense que, enfin, ils se sont spécialisés, ils ont beaucoup travaillé les sols chez les vignerons pour voir un peu les sols. Je pense que tu pourrais parler avec eux, ce serait intéressant d'avoir un peu leur background sur le sol aujourd'hui, le sol d'avant, quoi. Le sol vivant. T'encourager à interviewer, je pense, Jacques. Ouais. Non, mais c'est vraiment une personne. En plus, il est adorable et. Tu manges bien. Tu manges très bien. Et donc, si tu vas là-bas, vas-y, il va te sortir des poissons avec des noms inconnus que tu n'as jamais vus, mais dans ta bouche, va faire un éclat. Et non, mais c'est surtout c'est un vrai puits de connaissances, quoi. Il a fait le choix en 98, tu vois, ce qui date maintenant un peu quand même, de tout basculer son domaine bio et biodynamie. Donc voilà, je pense que ça reste une figure en Loire et en France, je pense. Et ouais, faut lui donner le micro, je pense qu'il a plein de choses à te raconter en plus. Il y a plein d'anecdotes et donc ouais. Je vais aller chercher dans la Loire. Et où c'est qu'on peut vous trouver ? Nous, je pense que si tu veux, vu qu'on n'a pas de lieu fixe, si tu veux nous suivre, suis-nous sur Instagram. À mon avis, tu auras vraiment toutes les infos. On essaie de faire une fête une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Là, on a le Beaujolais nouveau qui arrive. On fera bientôt une fête avec Bap. Voilà. Donc, on fait des fêtes régulièrement à Paris. Pourquoi pas ailleurs. Et sinon, sur les festivals à partir de juin. Maki, We Love Green. Et on espère d'autres. Appelez-nous. Bon, mais c'est super. Merci beaucoup pour votre temps et bon courage pour vos projets. Merci. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre newsletter, Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.